Europe Soir, édition spéciale Vladimir Poutine. Nicolas Poincaré. Et quand le tsar de toutes les Russies choisit de s'adresser aux Européens et aux Occidentaux, il choisit El Kabash. Après plusieurs mois de crise ukrainienne et juste avant les commémorations du débarquement, Vladimir Poutine répond ce soir aux questions d'Europe 1 et de TF1. Le président russe dément vouloir occuper ou annexer une partie de l'Ukraine. Il affirme qu'aucun instructeur militaire russe ne se trouve en Ukraine. Il est surtout très sévère sur Barack Obama. On va l'entendre, à qui il reproche sa politique agressive et son refus du dialogue. L'interview de Vladimir Poutine sur Europe 1 et TF1, c'est à 20h15, 25 minutes d'entretien donc avec Jean-Pierre Elkabbach et Gilles Boulou, réalisé la nuit dernière à Sotchi. D'ici là, on va en écouter les principaux extraits et les commenter jusqu'à 20h avec Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France en Russie, avec Dominique Moisy, professeur au King's College de Londres, conseiller spécial de l'IFRI, avec Yulia Kapustina, journaliste russe, avec Dimitri de Koshko, journaliste à Russie aujourd'hui, avec Alexandre Adler, éditorialiste à Europe 1. Et puis après l'interview, nous serons avec Jean-Pierre Elkabbach, avec Bernard Kouchner, avec Elisabeth Guigou et Thierry Mariani pour commenter ce que l'on aura entendu. Mais d'abord, le récit de cet entretien. Bonsoir Fabien Damias. Bonsoir Nicolas. Directeur général d'Europe 1. Vous avez accompagné Jean-Pierre Elkabbach et Gilles Boulou la nuit dernière à Sotchi. Alors on va raconter un peu. D'abord, il vous a fait poireauter assez longtemps. Sans doute pour signifier où était la puissance, mais effectivement, on avait rendez-vous pour donner tous les détails à 17h précises avec lui. C'était à Sotchi, dans l'un des palais présidentiels, non loin de sa datcha, et on est arrivé évidemment un petit peu en avance, et finalement on a été reçu à minuit. Et encore, on a été reçu à minuit parce qu'on a signifié qu'on avait un avion et que si jamais on ne prenait pas cet avion-là, on pourrait pas diffuser l'interview comme prévu. Donc là, je pense que ça a un tout petit peu agité son service de presse. Mais enfin, il nous a fait attendre 7 heures, et on n'a pas à s'en plaindre. Mais on a vu aussi un petit peu quelle pouvait être la considération pour les journalistes dans ce moment-là, parce qu'on a attendu debout derrière la porte. Sans un verre d'eau ? Ah non, sans rien du tout. Enfin, il y avait une espèce de vague cafétéria aux alentours où on se rendait à tour de rôle, mais on laissait des gens devant la porte au cas où on finirait par sortir. Et donc voilà, donc il est arrivé au bout de 7 heures d'attente, sans égard excessif d'ailleurs, même quand il est arrivé. Il s'est assis, mais après l'interview en revanche a été vraiment dense, et ce qu'il ne nous a pas donné avant en politesse, il l'a vraiment donné en termes de contenu dans l'entretien. Alors justement, cet entretien, on va l'entendre tout à l'heure. Mais ensuite, il vous a offert une coupe de champagne. Et là, c'est intéressant aussi. C'est pas tous les jours qu'on discute comme ça, quelques-uns dans une pièce avec Poutine. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Non, mais c'est ça qui est d'ailleurs intéressant, en tout cas qui nous a beaucoup frappé dans la personnalité de Vladimir Poutine, que pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas eu l'occasion de rencontrer avant. C'est qu'effectivement, voilà, il nous fait patienter. Il n'y a absolument aucune considération pour nous. Il arrive, c'est à peine bonjour. Évidemment, aucune excuse pour le retard. Enfin bref, il nous fait bien sentir que c'est lui le président, et que nous, si on a bien voulu se déplacer, c'est déjà un privilège pour nous. En revanche, une fois que l'entretien est terminé, il disparaît très rapidement, et son responsable de communication, son porte-parole est revenu vers nous. Il nous a dit « Ah, le président voudrait encore vous dire un mot ». Et là, on s'est retrouvés à 5 autour de lui, dans une espèce d'immense pièce, 10 mètres de hauteur sous plafond, et où effectivement, il nous a servi des champagnes russes. Il tenait absolument d'ailleurs à nous faire dire, oui absolument, il tenait absolument à nous faire dire qu'ils étaient bien meilleurs que les champagnes français. Et ce qui était assez frappant, et on a souvent l'occasion, en tout cas moi je l'ai eu à plusieurs reprises évidemment, de m'entretenir avec des dirigeants français de haut niveau, y compris des chefs d'État, mais c'est que je n'en avais jamais vu un qui se livrait autant, qui était capable de discuter. Là il n'y avait pas de garde du corps dans la pièce, on était autour de lui, on parlait, il était tactile avec nous, il nous touchait, il nous attrapait par le bras, l'avant-bras, il répondait à toutes les questions, il se laissait interrompre. Très étonnant, très en contraste avec le personnage et la dureté et la froideur que Vladimir Poutine renvoie dans les médias. Et l'impression que vous avez eue sur l'homme ? Je suis pas le premier à le dire, absolument insaisissable. Dans le même espace-temps, en 1 heure, il se montre froid, distant, à la limite de l'incorrection, et quelques instants après, chaleureux, hospitalier, prêt à dialoguer comme aucun chef d'État ne le fait, et certainement pas des chefs d'État de son importance. Étonnant, insaisissable, et avec quelque chose... Presque un peu timide. Oui, il a une petite voix d'ailleurs, vous l'entendrez dans l'entretien, il a une petite voix assez réservée, qui contraste aussi avec une attitude très nonchalante, vous le verrez là dans son fauteuil, il est un petit peu assis comme ça en arrière, je ne vais
pas dire vautré, mais pas loin, très sûr de lui dans l'attitude, mais avec une voix assez faible. Et ce qui est aussi frappant dans la préparation de l'entretien, c'est que autant ils ont été très regardants sur le nombre de minutes, le fait qu'ils ne voulaient pas que les réponses soient coupées. Enfin ça, il est très exigeant là-dessus. Il ne veut qu'aucune réponse ne soit coupée, qu'il n'y ait pas de montage, qu'on ne travestisse pas ses propos. En revanche, quand on lui a dit, nous, journalistes français, habitués à dire bon, mais alors pour les thèmes, voilà comment on imagine les choses. Oh non, mais les thèmes. Pas de problème, apprenez vos dossiers parce que lui il les connaît. Donc pas la peine de nous donner les questions à l'avance, de toute façon il saurait y répondre. Ça aussi, ça nous a beaucoup étonné par rapport à ce qu'on pouvait attendre de lui, ce qu'on pouvait imaginer. Et alors sans trahir le off et sans dévoiler le on, donc l'interview qu'on diffusera dans un peu moins d'une heure maintenant, en substance, que vous retenez, c'est qu'il est quand même assez agressif vis-à-vis des États-Unis, assez sévère vis-à-vis d'Obama. C'est clairement, vous l'entendrez tout à l'heure, et même dans les propos qu'on a pu avoir d'ailleurs autour de l'entretien. Bon, il défend évidemment sa politique en Ukraine, il justifie à nouveau sa position sur la Syrie, il le fait avec ses convictions et ses explications à lui, vous les entendrez, mais on sent vraiment que son obsession en permanence, ce sont les États-Unis. Sa dénonciation permanente, ce sont les États-Unis. Il est dans une logique qui est les États-Unis ont perdu de leur influence économique, ont perdu de leur influence culturelle. Il ne leur reste plus qu'à restaurer la guerre froide pour se repositionner au centre du jeu. Il est obsessionnel avec les États-Unis et par conséquent en collatéral avec l'Europe qui l'accuse, on le sait, mais il insiste beaucoup là-dessus, ça revient à plusieurs reprises, d'être à la botte américaine. Alors ça, c'est intéressant et ça va tout de suite nous lancer le débat. Merci Fabien Amias, obsessionnel sur les États-Unis qui donc n'aurait plus que la défense, l'armée et qui l'agresserait. Qui est surpris par ces propos? On peut commencer avec vous, Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur à Moscou. Non, moi je confirme la description qui vient d'être faite du personnage que vous connaissez aussi, que j'ai effectivement rencontré assez souvent entre 2000 et 2004 quand j'étais en poste à Moscou. Il y a une dualité dans le personnage en effet. Son image officielle et notamment à la télévision, c'est un peu l'homme de marbre et en fait il peut aussi en privé être très chaleureux et il est assez souvent dans les tête-à-tête avec ses homologues également. Alors il est aussi avec des journalistes, il l'a démontré apparemment hier soir. Donc il y a cette dualité qui est tout à fait particulière et en même temps aussi une dualité entre sa timidité et son assurance, et qui débouche parfois sur une certaine brutalité dans l'expression et dans l'action. Alors sur le fond, on le disait, Dominique Moisy, il parle beaucoup de Barack Obama, il parle beaucoup des États-Unis, c'est ça qu'il a en tête en ce moment ? Là, je crois que c'est parfaitement logique de son point de vue. S'il veut revenir à un monde bipolaire qui évoque la guerre froide et le moment où l'URSS était avec les États-Unis la grande puissance, il faut cette fixation sur l'Amérique d'Obama. D'une certaine manière, il y a chez lui une nostalgie du temps de la guerre froide, parce que c'était avant la plus grande tragédie du XXe siècle, c'est-à-dire la disparition de l'URSS. C'est d'une certaine manière effacer toute cette période qui a suivi, dans laquelle la Russie est devenue membre des BRIC, un des 5, et certainement pas le plus efficace sur le plan économique. Donc cette chute de statut, il la compense légitimement de son point de vue par une fixation sur l'Amérique d'Obama. Yulia Kapustina. Je pense qu'il a aussi une petite dent personnelle contre les États-Unis avec les dernières sanctions qu'on connaît. Et il suffit de regarder sur le site du Trésor américain, c'est écrit noir sur blanc. Vladimir Poutine, selon le Trésor américain, a des intérêts personnels dans l'entreprise suisse Gunvor, qui est une entreprise de négoce pétrolier. Et donc, l'État américain traite Vladimir Poutine, le président russe, comme un vulgaire mafieux, en fait, en disant qu'il s'enrichit et qu'il a des intérêts personnels dans cette entreprise-là. Et donc, il y a cette dimension personnelle qu'il ne faut pas oublier. Il y a aussi une autre dimension, je pense, qu'il ne faut pas oublier, c'est une dimension économique. Si l'Europe reste un point important économiquement pour la Russie et vice-versa, les États-Unis, ça pèse que dalle, c'est peanuts.
aussi bien pour les Américains que pour les Russes. Donc on peut bien s'envoyer la balle dans les deux camps. En fait, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'export très important vers les États-Unis. En matière de PIB, ça pèse rien. Tandis que l'Europe, c'est autre chose. Il y a évidemment le gaz, mais il y a également les grandes entreprises, on ne va pas les nommer, mais vous connaissez tous les grands groupes français qui sont évidemment présents en Russie, et donc il y a des intérêts communs très forts. Alors, qu'a dit exactement Poutine sur Obama et sur Europe 1? Ce sera juste après la pub. Europe Soir, édition spéciale Vladimir Poutine. Il est 19h32, c'est la suite des grands débats d'Europe Soir avec Nicolas Poincaré. Oui, une édition spéciale jusqu'à 21h consacrée à l'entretien exclusif de Vladimir Poutine, que Vladimir Poutine a accordé à TF1 et Europe 1. Et qu'on entendra dans son intégralité tout à l'heure à partir de 21h15. Mais on peut commencer en entendre des extraits et aller commenter avec nos invités. Premier extrait, Vladimir Poutine parle d'Obama, parle de l'Amérique. Il fustige l'impérialisme américain. Écoutez. Je n'ai pas de raison de croire que le président Obama ne veut pas parler au président russe. C'est son choix. Je suis prêt au dialogue. Ce n'est pas un secret que la politique la plus agressive, la plus sévère, c'est la politique américaine. Nous n'avons presque pas de forces militaires à l'étranger. Et regardez, partout dans le monde, il y a des bases militaires américaines. Il y a des troupes américaines à des milliers de kilomètres de leurs frontières. Ils prennent part aux affaires intérieures de tel ou tel pays. Donc, il est difficile de nous accuser de violation. Voilà, la politique la plus agressive, c'est bien sûr celle des États-Unis, dit Vladimir Poutine. Les bases américaines sont un peu partout dans le monde, les nôtres, les Russes, beaucoup moins. Factuellement, c'est vrai ou c'est faux? Qui veut répondre? Je crois d'abord que Dimitri de Kochko. Si quelqu'un veut revenir à la guerre froide, c'est certainement pas Poutine. Mais alors vraiment pas. Il n'en a aucun intérêt, justement pour des raisons économiques, parce que la Russie est quand même un géant au pied d'argile du point de vue économique. Ça ne se compare pas du tout à la puissance des États-Unis. Aujourd'hui, on l'accuse dans la presse occidentale notamment d'avoir par exemple déclenché l'affaire de l'Ukraine. C'est totalement incohérent. Après avoir dépensé 60 milliards pour les Jeux de Sotchi et donc en avoir fait un exercice d'image et de retour justement de la Russie dans le domaine sportif, il aurait déclenché l'affaire ukrainienne qui d'un point de vue de l'info et de la com efface complètement les bienfaits de Sotchi. Donc c'est là aussi une accusation ridicule. D'autre part, il n'a jamais été et il ne veut pas un retour à une bipolarisation qui serait en plus artificielle compte tenu de la présence de la Chine aujourd'hui. Il a toujours parlé d'un monde multipolaire et je pense que c'est assez sincère. Il a toujours parlé aussi d'une volonté d'une Europe entière. Il a fait toutes les propositions en ce sens. Les propositions ont été faites déjà avant lui, par Yeltsin. Elles ont toujours été rejetées par l'Occident. Donc de ce point de vue-là, il faut aussi comprendre la politique russe de ce point de vue-là. Malheureusement, ça va donner effectivement une sensation de forteresse assiégée pour les Russes. Et de ce point de vue-là, Poutine sera soumis à une certaine pression de milieux politiques et nationalistes en Russie, notamment à cause de la pression que font peser effectivement les États-Unis contre la Russie. Alexandre Adler vous répond. Je ne vais pas répondre de façon terme à terme, parce que je crois qu'en effet, la Russie a fait preuve de très grande bonne volonté depuis longtemps. Je rappellerai simplement le fait que c'est Vladimir Poutine qui a fait retentir les sirènes, comme pour un 9 mai où on célèbre la victoire, juste après le bombardement de New York par Al-Qaïda. À ce moment-là, il a fait des offres. Bush était séduit, mais évidemment son entourage lui expliquait que c'était impossible. Et la Russie a été humiliée une fois de plus, alors qu'elle faisait preuve de bonne volonté. Il en a tiré quelques leçons. Le problème de Vladimir Poutine, c'est tout à fait juste ce que vous disiez à propos de Sotchi, c'est qu'il voulait faire de Sotchi le triomphe d'une Russie résurgente et qui était désormais capable de jouer de nouveau dans la cour des grands. Et puis il aime beaucoup le sport, il aime beaucoup cet endroit. Et puis là-dessus, la tribune sur laquelle il devait monter pour son triomphe s'est effondrée, et à cause des émeutiers de Maïdan. Et alors tout d'un coup, il s'est retrouvé à nu, non pas vis-à-vis de la communauté internationale, non pas vis-à-vis de l'Ukraine, mais vis-à-vis de son opinion, non pas l'opinion des gens dans la rue, mais l'opinion déjà de cette petite élite qui décide finalement dans quelle direction va aller la Russie. Et là, il a réagi comme un jeune homme de Leningrad qui refuse toujours
de se faire faire la leçon dans les bagarres. Et il a dit allez, on y va, je ne céderai pas. Et grâce à cela, il a rétabli de manière spectaculaire une image qui était en grande difficulté. Il était en grande difficulté, il l'est toujours d'ailleurs, mais il a montré qu'il avait du courage. Et évidemment, le cerveau reptilien de tous les Russes, si j'ose dire le mien lui-même, ont été enchantés de voir ce qui s'est passé en Crimée, parce que c'était en plus une comédie. Les pauvres Ukrainiens n'ont pas tiré un coup de fusil, les gens du GRU avaient l'air de sortir d'une autre planète, et puis en quelques jours, la Crimée était redevenue russe. Après ça, il pouvait négocier, mais il faut qu'il redescende. Et là, il a toujours peur de son opinion nationaliste, avec laquelle il a joué avec le feu. Mais c'est ça le caractéristique de l'homme, c'est que ses idées sont fondamentalement ouvertes, et il est maintenant le chef, au fond, d'un groupe humain. Mais Alexandre, pour répondre à ce qu'on vient d'entendre Dominique Moisy, quand il dit les Américains ont des bases militaires dans le monde entier, pas nous, en substance, ce qu'il veut dire, c'est laissez-nous au moins intervenir dans notre zone d'influence, dans notre précaré. En Ukraine, au moins, on a le droit d'intervenir. C'est pas ça qu'il veut dire quand il dit les Américains interviennent partout, en Irak, en Afghanistan, nous on n'intervient qu'à nos frontières. Je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a ce qu'on appelle le timing, le calendrier. Il fait cette déclaration aujourd'hui à l'avant-veille de la commémoration du D-Day, c'est-à-dire le sacrifice de troupes américaines qui sont venues libérer l'Europe le 6 juin 1944. Grâce à Stalingrad quand même. Grâce à Stalingrad, c'est pour ça qu'il est important. On l'oublie. C'est pour ça qu'il est important que Poutine soit invité aux commémorations en Normandie. Mais simplement, on ne parle pas de Stalingrad là, on parle de l'Amérique. Et dans le cas de l'Amérique, il y a une dénonciation de l'Amérique au moment où l'Europe va célébrer son alliance avec les États-Unis. Alors le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a une différence majeure entre l'Amérique et la Russie aujourd'hui. L'Amérique est une puissance mondiale, la Russie est une puissance régionale. L'Amérique a une présence en Asie, elle a une présence au Moyen-Orient, elle a une présence en Europe. L'Amérique s'est égarée au Moyen-Orient dans deux aventures militaires peu réussies, l'Afghanistan et surtout l'Irak, mais les Européens, ce qu'ils reprochent à l'Amérique aujourd'hui, globalement, c'est de ne pas être assez forte. Au fond, l'inquiétude européenne après ce qui s'est passé en Syrie, l'inquiétude asiatique après ce qui s'est passé en Syrie, c'est la même. Est-ce que Washington va nous aider à faire face pour les Européens à Moscou, à faire face pour les Asiatiques à Pékin? Et donc, il y a, de mon point de vue, une sorte d'anachronisme dans la position prise par Poutine dans son discours. Claude Blanche-Maison, quand Dominique Moisy nous dit la Russie est une puissance régionale, est-ce que c'est pas un petit peu moins vrai ces derniers temps? Est-ce que Poutine n'a pas repris dessus? Je me demande si dans le fond il n'y a pas eu une erreur de calcul, parce que quelles que soient les responsabilités dans le déclenchement de l'affaire ukrainienne, et peut-être qu'en effet on pourrait trouver des torts partagés, quelles que soient ces responsabilités, la conséquence la plus claire, c'est que ça réhabilite l'OTAN. C'est-à-dire que quand vous vous promenez dans le nord de l'Europe ou dans les anciens pays du bloc communiste, on dit heureusement qu'il y a l'OTAN. Et on demande davantage de leadership américain. Par conséquent, la conséquence la plus claire de l'affaire ukrainienne, c'est d'avoir relégitimé l'OTAN et relégitimé l'intervention, enfin la présence américaine en Europe. Et ça, c'était probablement pas le souhait initial des dirigeants russes. Voilà, Ils n'y pouvaient rien de toute façon. Vladimir Poutine, on continue à en débattre jusqu'à 21h. On va marquer une petite pause. Non, on va faire auparavant un tout petit détour par Roland Garros, parce qu'il y a Gaël Monfils qui joue Corinne Boulou. Oui, son quart de finale face à Andy Murray, ça se complique pour le Français. Il est mené une manche à rien et 5 jeux à 1 dans le deuxième set. Voilà, c'est un peu mal parti. On vous retrouvera régulièrement Corinne Boulou. Une pause et on revient avec nos invités pour parler de Poutine et de la Russie. À tout de suite. Europe Soir, édition spéciale Vladimir Poutine. Et c'est avec vous, Nicolas Poincaré.
Et avec cette interview de Vladimir Poutine accordée à TF1 et à Europe 1, recueillie par Jean-Pierre Elkabbach et Gilles Boulou, qu'on entendra juste donc après à 20h. Mais dont on parle dès à présent avec nos invités Claude Blanche-Maison, qui a été ambassadeur de France en Russie, Dominique Moisy, professeur au King's College, Yulia Kapustina, journaliste russe, Dimitri Dekoshko, journaliste pro-russe, enfin journaliste au journal Russia Beyond the Headlines. Je suis européen, je suis pro-européen. Bon, mais tout le continent européen. Et Alexandre Adler, éditorialiste à Europe 1. Interview dont on peut entendre tout de suite un deuxième extrait important, c'est sur la crise ukrainienne. Poutine dit « J'espère que ce n'est pas une nouvelle étape de la guerre froide ». Écoutez. J'espère que ce n'est pas une nouvelle étape de la guerre froide. Et j'insiste, les gens, quel que soit l'endroit où ils habitent, ils ont des droits et doivent être protégés. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger de guerre en ce moment quand l'on voit les chars peut-être qui viennent de Kiev? Est-ce qu'à un moment vous avez eu la tentation d'entrer militairement dans l'Ukraine de l'Est? Aucune force militaire, aucun instructeur russe ne sont présents au sud-est de l'Ukraine. Et vous n'avez pas envie d'annexer l'Ukraine? Et vous n'avez jamais tenté de déstabiliser l'Ukraine? Non, on ne l'a jamais fait et on ne le fait pas. Le pouvoir ukrainien doit organiser un dialogue avec sa population et cela ne doit pas se faire avec les chars et les avions, cela doit se faire par la négociation. Voilà, Vladimir Poutine dans son interview à Europe 1 qui dit donc très clairement il n'y a aucune force militaire, aucun inspecteur russe présent sur le territoire de l'Ukraine. Pravda ili niet, Yulia Kapustina, c'est vrai ou c'est pas vrai? Vladimir Poutine excelle dans le rôle de pompier et de pyromane en même temps. J'aimerais juste rappeler que les heurts dans l'est de l'Ukraine ont commencé avec l'apparition d'un certain commando à Sloviansk, armé jusqu'aux dents. Et ce commando, comme on le sait, provient des frontières russes et donc serait russe et armé par les Russes. Donc c'est quand même un petit souci. Et en plus, le président a l'empathie à géométrie variable parce que quand il dit les gens ont le droit d'être protégés quel que soit l'endroit où ils habitent, on aurait aimé entendre ça sur la Syrie, sur les 150 000 morts, sans remonter à la Tchétchénie par exemple. On aurait bien aimé entendre ça, je pense, à ce moment-là. Et puis quand on parle des dialogues avec les séparatistes, ce serait bien d'avoir quelqu'un avec qui dialoguer aujourd'hui, puisqu'on sait que les gens qui étaient peut-être animés par envie réelle de créer un État, une république de Donetsk et tout ça, tous ces gens-là, ils sont partis. Ceux qui les ont remplacés, ce sont les bandits. Et puis, j'imagine que le président Poutine, si jamais sur les frontières russes, quelqu'un traversait avec les armes et occuperait, par exemple, je ne sais pas, des mairies russes ou d'autres bâtiments, organismes russes, est-ce qu'il voudrait dialoguer avec ces gens-là ou il ferait autre chose? Donc vous nous dites, il nous ment là. Dans ce qu'on vient d'entendre, il nous ment. Pour moi, en tout cas, oui. Dominique Moisy? Je dirais deux choses. La première, c'est que il y a quand même un contraste extraordinaire entre Poutine, qui peut modifier par la force les frontières de l'Europe, et Poutine, qui est incapable d'exercer les moindres pressions sur des groupes séparatistes violents à l'est de l'Ukraine. Comment est-on passé d'une telle omnipuissance à une telle impuissance aujourd'hui? Alors on peut peut-être l'accuser d'avoir des intentions, d'avoir eu un calcul, de ne pas être simplement dans la position de réagir comme il est la sienne, mais d'avoir une vision et d'avoir une stratégie qu'il applique pas à pas. Et cette stratégie, ce serait à terme d'annexer une partie est de l'Ukraine? Cette stratégie, c'est, je crois, d'affaiblir l'Ukraine, de faire en sorte que, non pas que le drapeau russe flotte sur Kiev, mais qu'aucune décision prise à Kiev ne puisse être prise sans l'aval, d'une certaine manière, de Moscou. En fait, ce qu'il aimerait, c'est que l'Ukraine ne se tourne pas vers l'Europe. Et pour ça, il suffit juste d'avoir une partie qui est une partie déstabilisée, et ça, il sait le faire. Ça, c'est une sorte de politique de gribouille, parce que, bien entendu, pour tous les Russes, les Ukrainiens ne sont pas une nation étrangère. Et donc, cette séparation que Yeltsin a inconsidérément favorisée en 1991, enfin 92, c'est quelque chose qui est difficile à admettre. À partir de là, il y a plusieurs options. Et l'une d'entre elles, c'est de rallier petit à petit
la population ukrainienne a des liens plus étroits avec la Russie, ce qui veut dire qu'on ne double pas le prix du gaz de manière gangstériste quand on veut obtenir quelque chose. On n'a pas des droits de douane de 300% sur le chocolat de M. Poroshenko, maintenant on va en discuter. Ou par ailleurs, on n'a pas non plus un ambassadeur comme Tchernomyrdin qui, lui, s'entendait surtout avec les oligarques. L'Ukraine n'est pas un État. C'est un pays dans lequel tout ce qui menaçait en Russie s'est passé. Les oligarques achètent directement leur siège, leur position de ministre. Les régions en font qu'à leur tête. Le PIB s'est effondré, ce qui n'est pas le cas de la Russie. Les salaires sont bas. Et puis, les enfants, les jeunes sont rackettés par une police. Voilà ce qui s'est passé depuis des années. On pourrait avoir une stratégie de relèvement de l'Ukraine pour les Russes. Et les Européens les aideraient. Mais non, c'est un État, mais c'est pas un État dans les yeux des Russes. C'est pas pareil. Mais c'en est pas un, voyons. Heureusement d'ailleurs. Il y a tellement de familles mélangées des deux côtés. S'il y avait une frontière réelle, ce serait une catastrophe. Mais pour l'instant, il n'y en avait pas. Mais là, on est en train, notamment, de créer une nation ukrainienne. C'est qu'on traite l'Ukraine comme une espèce de zone tampon des deux côtés, écoutez, aussi bien les Russes que les Européens. Il y a pire encore, parce que moi, vous avez vu que j'ai une position très pro-russe, là. Mais je trouve honteux que des propagandistes invraisemblables depuis Moscou traitent maintenant les Ukrainiens de nazis, d'antisémites, ça c'est rigolo. Mais venant d'eux, mais tout cela. Nouveau, quand même. Non, l'Ouest c'est nouveau que Monsieur. L'extrême droite a fait 2% de l'Ukraine, il y a quand même un antisémitisme de tradition qui est assez ancien. J'ai toujours pensé ça, mais quand on voit les Douguines qui font le cortège de Marine Le Pen, les Kisseliov, qui étaient les premiers à parler des crimes sionistes pendant des années, et qui maintenant défendent les pauvres juifs ukrainiens dont ils n'ont rien à faire, c'est honteux. Mais ce qui est beaucoup plus honteux, c'est que le peuple ukrainien dans sa masse a donné autant de morts, a donné autant de sacrifices, a donné autant de héros à l'Union soviétique que tous les autres, et que des maréchaux de l'Union soviétique. Les Ukrainiens de l'Est surtout. Et voilà. Ceux de l'Ouest, ils étaient plus avec Bandera. Hein. Non, pas long. Attendez, on va pas refaire l'histoire. Ça nous amènerait trop loin. Claude, ça serait intéressant quand on va la chercher. Je crois que tout ce qui vient d'être dit par Alexandre Adler est tout à fait exact. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est dans le fond le fait que l'élection du 25 mai ait pu avoir lieu. C'était pas du tout évident. Et moi, j'ai beaucoup entendu avant, y compris par les Russes, que cette élection ne pourrait pas avoir lieu. Or, elle a eu lieu. Poutine, d'ailleurs, avait montré le bout de l'oreille en disant que cette élection allait dans le bon sens. Alors, on trouvait dans les commentaires que c'était pas assez. Mais finalement, elle a eu lieu. Elle a donné des résultats qui ne sont contestés par personne. Et je crois qu'on peut dire que le président Poutine reconnaît l'élection du président Petrochenko et qu'il le reconnaît comme le représentant légitime de l'Ukraine. Et ça, c'est un résultat très important parce qu'il y a maintenant un interlocuteur ukrainien totalement incontestable avec qui les Russes, les Européens et les Américains peuvent parler. Dimitri de Koshko. Oui, alors c'est vrai que maintenant il y a un interlocuteur. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que Poutine a dit qu'il valait mieux que ça se fasse, malgré le fait qu'une partie du pays n'a pas pu voter, malgré le fait que ce soit parti un peu à l'envers de ce qui aurait dû se produire après un coup d'État ou une révolution, on qualifiera comme on veut. On fait une assemblée constituante et on essaie d'écouter l'ensemble du pays. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu d'unir ce qui indignait tous les Ukrainiens, ce qui a été décrit par Alexandre Adler très justement, c'est-à-dire les salaires bas, l'absence de gouvernance, les intrigues des oligarques, l'achat des fonctions par les oligarques, et l'affaire aujourd'hui, c'est aussi une guerre entre oligarques, hein, faut quand même pas se tromper. Hein. C'est vrai qu'au lieu d'unir tous les Ukrainiens dans cette indignation et dans cet élan révolutionnaire qui a eu lieu effectivement au début du Maïdan, eh bien, on est allé dans la division. Et malheureusement avec les forces d'extrême droite justement de l'ouest de l'Ukraine qui ont fait le coup d'État, qui ont fait le coup de poing. On peut rappeler qu'à l'élection ils ont fait 2%. Non mais et alors, il n'empêche que c'est eux qui étaient armés, c'est eux qui ont pris le Parlement puis le gouvernement. Ça c'est sûr. Mais en ne respectant pas le protocole qui avait été signé le 21 février avec les 3 ministres des Affaires étrangères. Elle a réussi à respecter tous les protocoles, notamment sur la Crimée. Malheureusement, on n'en a pas effectivement
s'y rendu compte. Si vous me permettez, ce qui est très important, c'est que Poutine, c'est ce que disait l'ambassadeur Blanche-Maison, a pris la décision essentielle. Il n'a pas saboté l'élection ukrainienne et il reconnaît le président ukrainien. À partir de là, on peut descendre de cette escalade qui est en partie, qui a des aspects tragiques et des aspects comiques. Mais on peut descendre et c'est fondamental pour l'Europe, c'est fondamental pour la Russie et j'espère que dans les 2 jours qui viennent, ça se fera. Dominique Moisy. Je crois quand même, il faut revenir au point de départ. Les manifestants de la place Maïdan, leur ambition essentielle, c'était plutôt de vivre comme des Polonais que comme des Biélorusses. Et je crois que c'est ce mouvement qui a été à l'origine de la révolution, qui a eu des excès malheureux, qui a eu cette extrême droite que vous montez en épingle, mais il faut le répéter, elle a fait 2% aux dernières élections. Voilà. Mais maintenant, alors, Poutine reconnaît la nouvelle présidence ukrainienne, j'en suis très content. Est-ce que c'est un repli tactique? Est-ce que c'est pour avaler plus tard un peu plus? L'histoire le dira. Et voilà le contexte dans lequel donc Vladimir Poutine a choisi de parler aux Occidentaux. Donc cette longue interview accordée à TF1 et à Europe 1, à Jean-Pierre Elkabbach et à Gilles Boulou, on va l'entendre juste après le journal Les Infos de 20h. Et puis ensuite on sera avec des politiques pour la commenter avec Bernard Kouchner, l'ancien ministre des Affaires étrangères, avec Elisabeth Guigou, la présidente de la Commission des Affaires étrangères et à l'Assemblée nationale, et avec Thierry Mariani, député UMP des Français de l'étranger. Tout ça donc juste après 20h. Merci beaucoup à Claude Blanche-Maison, Dominique Moisy, Yulia Kapustina, Dimitri Dokochko et Alexandre Adler. Et à tout de suite. Belle soirée sur Europe 1, il est 20h. Et nous accueillons Emmanuel Faux pour le Flash. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Olivia, bonsoir à tous. Et nous filons tout de suite à Roland-Garros, quart de finale en cours entre Gaël Monfils et Andy Murray. Et on peut dire, Corinne Boulou, que ça ne se passe pas très bien pour le Français. Ah oui, nous en sommes au début du 3e set et Murray a la situation bien en main. 6-4, 6-1, il mène donc 2 manches à rien. Et Gaël Monfils est en difficulté dès l'entame de ce 3e set sur son service. Dans le dernier quart de finale, Nadal a perdu le premier set 6-4 face à Ferrer. Merci beaucoup Corinne Boulou en direct de Roland-Garros pour Europe 1. C'est toujours le suspense sur la participation de Franck Ribéry au Mondial du Brésil. L'attaquant des Bleus a rejoint ses camarades cet après-midi à Clairefontaine pour l'entraînement, mais Didier Deschamps n'a pas confirmé la présence de Ribéry pour le dernier match préparatoire de dimanche prochain contre la Jamaïque. L'événement ce soir sur Europe 1, vous le savez, dans quelques minutes, vous pourrez suivre l'interview de Vladimir Poutine accordée en exclusivité il y a quelques heures à Jean-Pierre Elkabbach et à notre confrère TF1 de Gilles Boulot. Le président russe qui arrive demain à Paris, de même que Barack Obama et la reine d'Angleterre Elisabeth II pour une visite d'État dans la capitale. Le tout bien sûr à la veille des cérémonies du 70e anniversaire du débarquement sur les plages de Normandie. François Hollande qui était aujourd'hui à Varsovie à l'occasion du 25e anniversaire des premières élections libres en Pologne. Le président français en a profité pour rencontrer son nouvel homologue ukrainien Petro Porochenko. Dans l'actualité de ce mercredi également, l'appel des proches de Nicolas Sarkozy à une candidature de l'ancien président à la tête de l'UMP. Initiative lancée par l'ancien ministre Brice Hortefeux, qui ne l'a sans doute pas fait sans un feu vert de l'intéressé. La garde à vue prolongée de Mehdi Nemmouche à Lille, le tueur présumé du musée juif de Bruxelles, a refusé d'être remis aux autorités belges, malgré le mandat d'arrêt européen délivré contre lui. Aujourd'hui, sa tante a été entendue comme témoin par la police judiciaire. Et puis dans l'affaire BNP Paribas, le secrétaire d'État américain John Kerry plaide pour une solution juste et adéquate en faveur de la banque française, qui est menacée d'une sanction financière de 10 milliards de dollars pour avoir contourné l'embargo américain visant certains pays. La bourse à Paris, le CAC 40, quasiment stable à moins 0,06% à 4501 points. Et puis le temps pour demain, bonne nouvelle, le soleil va revenir partout et les températures vont progressivement remonter entre 20 degrés l'après-midi à Paris et Strasbourg et le maximum prévu à Mont-de-Marsan et en Avignon 28 degrés, 20h02 sur Europe 1. Dans quelques minutes, l'édition spéciale reprise est dirigée par Nicolas Poincaré avec la diffusion de l'interview exclusive de Vladimir Poutine. Bonne soirée à tous. Oui Emmanuel, à suivre sur Europe 1 l'édition spéciale jusqu'à 21h consacrée à l'entretien exclusif que Vladimir Poutine a accordé à TF1 et Europe 1 et c'est dans un instant sur Europe 1. Europe Soir, édition spéciale. Nicolas Poincaré.
Édition spéciale sur Vladimir Poutine qui a donc voulu s'adresser aux Européens et qui a choisi TF1 et Europe 1 pour une longue interview recueillie la nuit dernière à Sotchi par Gilles Boulou pour TF1 et Jean-Pierre Elkabbach pour Europe 1. On va l'entendre cette interview avec des moments forts dont on a déjà parlé depuis 19h sur Europe 1. Vladimir Poutine qui parlait de l'Ukraine en disant que son pays n'était en aucune façon ses militaires ni ses instructeurs russes présents actuellement dans le sud-est de l'Ukraine. Vladimir Poutine qui fustige l'impérialisme américain avec des mots assez durs sur Barack Obama, on va l'entendre, bien qu'il dise qu'il est d'accord pour dialoguer avec Barack Obama si l'occasion se présente au cours de son séjour en France, son séjour de 48 heures qui va commencer demain. Vladimir Poutine, on va l'entendre, qui parle encore de Gaulle, de Mitterrand, qui a aussi des mots très très durs et très surprenants, vous allez l'entendre, sur Hillary Clinton, la secrétaire d'État américaine. On va écouter donc cette interview simultanément sur TF1 et Europe 1 dans quelques instants, et puis juste après on commentera ce qu'il a dit avec nos trois invités qui viennent de nous rejoindre en studio. Bernard Kouchner, ancien ministre des Affaires étrangères, Elisabeth Guigou, députée socialiste de la Seine-Saint-Denis et présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, et Thierry Mariani, député UMP des Français de l'étranger. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir rejoints pour que l'on puisse écouter ensemble donc cette interview qui commence maintenant. L'interview exclusive de Vladimir Poutine. C'est à suivre sur Europe 1 et europe1.fr. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir Président Poutine. Bonsoir. Merci beaucoup d'accueillir Europe 1 et TF1 dans cette résidence, dans votre résidence de Sotchi pour cet entretien exceptionnel. Jeudi soir, vous serez reçu à l'Élysée par le président François Hollande et le lendemain, le 6 juin, vous participerez aux commémorations du débarquement. Ce sera la première fois pour vous, c'est la première fois que vous irez sur les plages de Normandie, mais c'est aussi la première fois qu'un président russe participera et sera invité à ces cérémonies. Qu'est-ce que cela vous fait en tant que citoyen russe d'être invité à cette commémoration exceptionnelle ? C'est un événement très important pour toute l'Europe et le monde entier. Nous allons rendre hommage à ceux qui ont empêché les nazis de réduire l'Europe en esclavage. Je pense que la participation de la Russie à cette commémoration est chargée de symboles. Je veux dire par là que la Russie et les autres pays de la coalition anti-hitlérienne, y compris la France, étaient alliés dans cette lutte pour la liberté. Et la participation de notre pays a été très importante, voire décisive, pour vaincre le fascisme. Nous n'oublierons jamais non plus les combattants français de la résistance, notamment ceux d'entre eux, citoyens français, qui sont venus combattre à nos côtés sur le front de l'Est, le front germano-soviétique. Et il me semble que c'est quelque chose qui doit nous rappeler notre passé et en même temps nous servir à construire notre relation aujourd'hui et pour le futur. Alors justement, vous avez avec la Russie votre place sur les plages de Normandie. Jusqu'à l'âge de 40 ans, vous viviez dans l'Union soviétique. Vous avez vu son effondrement. Et vous participez, vous, activement, à la renaissance de la Russie. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que votre stratégie de la voie russe, c'est une stratégie de dialogue ou d'expansionnisme et de conquête, Monsieur Poutine? Non, bien sûr, je suis persuadé que dans le monde contemporain, une politique basée sur l'expansionnisme et les conquêtes n'a aucun avenir. Il est évident que la Russie, dans le monde d'aujourd'hui et dans le futur, peut et doit être partenaire de ses alliés historiques, au sens large du terme. C'est ce que nous voulons. Et nous allons toujours œuvrer dans cette direction. C'est la seule manière dont nous pouvons concevoir nos relations avec nos voisins et d'autres pays. Mais vous voulez être l'avocat de la nation russe ou le symbole d'un nationalisme russe, d'un empire russe? On sait ce que vous avez dit quand l'Union soviétique s'est écroulée.
l'éclatement de l'Empire soviétique, avez-vous dit, a été la pire catastrophe géopolitique du XXe siècle. Ça a été beaucoup interprété. Et vous avez dit, celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur. Et celui qui veut la reconstituer n'a pas de tête. Or, vous avez une tête. Et quelle tête? Qu'est-ce que vous proposez? Le nationalisme russe? Un empire russe sur les frontières d'avant? Non, nous n'envisageons ni de soutenir le nationalisme russe, ni de reconstituer un empire. Quand je disais que la disparition de l'URSS était une des plus grandes catastrophes du XXe siècle, une catastrophe humanitaire avant tout, je voulais dire qu'en URSS existait une population qui, quelle que soit son origine ethnique, vivait dans un pays uni. Par contre, après sa dissolution, 25 millions de personnes d'origine russe se sont retrouvées d'un jour à l'autre dans des pays étrangers. Et cela a été une vraie catastrophe humanitaire. Pas politique ou idéologique, simplement un problème d'ordre humanitaire. Des familles ont été coupées, beaucoup de gens ont perdu leur emploi et se sont retrouvés sans ressources, sans communication. C'est là qu'est le problème. Président Poutine, alors que nous discutons ici, un pays voisin qui n'est pas très lointain, l'Ukraine, est en état de guerre. Il n'y a pas d'autre mot. Les pro-russes affrontent ceux qui veulent garder les frontières actuelles de l'Ukraine. Qui va les arrêter et voulez-vous arrêter cette guerre? Vous savez, personnellement, je ne parlerai pas de ces gens-là comme des pro-russes ou des pro-ukrainiens. Il y a des personnes qui ont leurs droits politiques, humanitaires, et ils ont besoin de pouvoir les utiliser. Par exemple, en Ukraine, jusqu'à aujourd'hui, les gouverneurs de toutes les régions étaient nommés par le pouvoir central. Or, après le coup d'État inconstitutionnel qui a eu lieu à Kiev en février cette année, la première chose qu'a faite le nouveau pouvoir a été de supprimer le droit des minorités d'utiliser leur langue maternelle. Cela a provoqué une grande inquiétude chez une grande partie de la population en Ukraine de l'Est. Ça, vous ne l'avez pas accepté. Vous ne l'avez pas accepté. Mais est-ce que vous dites, Président Poutine, que nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la guerre froide, même glaciale, entre l'Est et l'Ouest? Maintenant. Premièrement, j'espère qu'il n'y aura pas de nouvelle phase d'une guerre froide. Deuxièmement, et j'insiste là-dessus, les gens, où qu'ils vivent, ont des droits et doivent avoir la possibilité de les défendre. C'est seulement cela qui est en question. Les États-Unis affirment détenir la preuve que vous, la Russie, intervenez en Ukraine en laissant des combattants franchir la frontière et même en fournissant des armes à ce que les États-Unis appellent les sécessionnistes. Ils disent avoir des preuves. Vous croyez à ces preuves ? S'ils ont des preuves, ils n'ont qu'à les présenter. Nous avons vu, et tout le monde a vu, le secrétaire d'État des États-Unis montrer en 2003 au Conseil de sécurité de l'ONU les preuves de détention d'armes de destruction massive par l'Irak. Il avait montré une éprouvette avec une substance inconnue, qui était peut-être simplement de la lessive. Finalement, les Américains ont fait entrer leur armée en Irak. Ils ont fait pendre Saddam Hussein, suite à quoi nous avons appris qu'il n'y avait pas et n'avait jamais eu en Irak d'armes de destruction massive. Il y a donc une grande différence entre faire des déclarations et avoir des preuves réelles. Je vous le répète encore une fois, il n'y a pas de militaires russes en Ukraine. Vous voulez dire qu'ils sont en train de mentir, là, ils sont en train de mentir, les Américains? Ils mentent. Il n'y a pas de personnel militaire, même pas des formateurs de l'armée russe dans les régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine. Et il n'y en a jamais eu. Et vous n'avez pas envie d'annexer l'Ukraine? Et vous n'avez jamais tenté de déstabiliser l'Ukraine? Non, nous ne l'avons jamais fait et ne le faisons pas maintenant. Et le pouvoir qui est aujourd'hui en place en Ukraine devrait établir le dialogue avec sa propre population. Et pas à l'aide d'armes, de chars, d'avions, d'hélicoptères, mais en lançant des négociations. Vous acceptez la souveraineté de l'Ukraine et peut-être son indépendance entre la Russie et les Occidentaux. Sa neutralité, son indépendance, ça on peut le dire.
Bien sûr. Nous reconnaissons la souveraineté de l'Ukraine. Et nous aurions au contraire aimé qu'elle se sente elle-même comme un État souverain. Parce que la participation à quelque bloc militaire que ce soit, ou à une structure rigide d'intégration, signifie la perte d'une certaine partie de sa souveraineté pour ce pays. Ensuite, si l'Ukraine accepte cela et accepte cette perte, c'est son choix. Et quand nous parlons de l'Ukraine et des blocs militaires, il est évident que cela nous inquiète. Parce que si par exemple l'Ukraine rejoint l'OTAN, les infrastructures militaires de cette organisation vont se retrouver à côté de nos frontières, et ça, nous ne pouvons y rester indifférents. Vous avez acheté, vous avez d'ailleurs payé plus d'1 milliard d'euros, 2 porte-hélicoptères Mistral à la France, et des marins russes doivent arriver à Saint-Nazaire dans quelques jours, quelques semaines. Est-ce que vous allez autoriser ces marins russes à aller en France dans quelques jours? Oui, bien sûr. J'espère que nous vivons dans un monde civilisé, où tout le monde respecte ses obligations contractuelles. J'ai beaucoup entendu parler de l'opinion qui a été exprimée, selon laquelle la France ne devrait plus nous vendre ses bâtiments. Et à cela, je peux vous dire qu'en Russie également, il y a eu beaucoup d'opposants à ce contrat. Si la France décide de l'annuler, elle peut le faire, mais nous exigerons alors un dédommagement. Et cela ne contribuera pas positivement au futur développement de nos relations dans le domaine de la coopération technique et militaire. Mais en principe, nous sommes ouverts et prêts même éventuellement à signer de nouvelles commandes si nos partenaires français souhaitent continuer cette coopération. La France, est-ce qu'elle est pour vous une puissance souveraine, indépendante, qui est écoutée? Il y a l'Allemagne, vous parlez le russe et l'allemand avec Madame Merkel, François Hollande ne parle aucune des 2 langues, est-ce que vous pouvez vous comprendre et est-ce que la France a ce statut? La langue n'est pas une barrière. Le fait que je ne parle pas français ne nous empêche pas, François et moi, de dialoguer. Nous avons des interprètes si besoin et en général, nous pouvons toujours très bien nous comprendre. Pour ce qui concerne la souveraineté, je répéterai la chose suivante. Un pays qui rejoint une organisation militaire consent par là même à céder une partie de sa souveraineté à une institution supranationale. Pour la Russie, cela est inacceptable. Pour les autres pays, à eux de décider. Cela ne nous regarde pas. Mais tout cela me rappelle la France, la tradition gaulliste. De Gaulle, qui était un défenseur de la souveraineté française et qui, selon moi, mérite du respect. Un autre exemple est celui de François Mitterrand, qui parlait d'une confédération européenne, où d'ailleurs même la Russie pourrait participer. Je pense que rien n'est encore perdu en ce qui concerne le futur de l'Europe. Je voudrais qu'on parle des États-Unis. Dans quelques jours, vous serez à côté, à quelques mètres, de Barack Obama. Apparemment, il ne souhaite pas vraiment vous parler. Comment les choses vont-elles se passer entre 2 des plus grandes puissances du monde? Le pays le plus riche du monde, les États-Unis, et de très loin le pays le plus grand, le plus vaste du monde, le vôtre. On imagine mal que vous ne parliez pas l'un avec l'autre. D'autant plus qu'on a un besoin impérieux, puisque la guerre n'est pas très loin, à quelques centaines de kilomètres d'ici. Je pense... D'abord, je pense que vous exagérez un peu en disant qu'une guerre approche. Vous êtes un peu agressif comme journaliste. Pourquoi pensez-vous qu'une guerre approche? Pourquoi essayez-vous de faire peur à tout le monde? Parce que l'Ukraine n'est pas loin d'ici. Et alors? Et c'est là qu'il y a la guerre. Et quand il dit il y a la guerre, elle est là. Ce n'est pas une guerre là-bas. C'est une opération de représailles que mène le pouvoir de Kiev contre une partie de sa population. Ce n'est pas une guerre étrangère, il y a là une grande différence. Et ça doit cesser, ça doit s'arrêter. Cette opération punitive pour Vladimir Poutine, elle doit cesser, vite. Je considère que M. Poroshenko a en effet une opportunité unique. Il ne s'est pas encore sali les mains de sang.
et a les moyens d'arrêter cette opération de représailles et commencer un dialogue avec la population du Sud et de l'Est de son pays. Quant à nos relations avec M. Obama, je n'ai pas oublié votre question, je n'ai aucune raison de penser qu'il ne souhaite plus du tout communiquer avec le président de la Russie. Mais c'est à lui de décider après tout. Je suis toujours prêt pour le dialogue, car le dialogue est le meilleur moyen de se comprendre. Jusque-là, nous étions toujours en contact. Nous avons régulièrement parlé au téléphone. Monsieur le Président, il est heureux d'une certaine manière que vous ayez affaire le 6 juin à Barack Obama. Si vous aviez affaire à Hillary Clinton, les choses tourneraient peut-être mal. Elle a dit il y a quelques jours que ce que faisait la Russie en ce moment en Europe centrale ressemblait à ce qu'Hitler faisait dans les années 30. Vous avez pris ça comme l'injure suprême en tant que citoyen et président russe? Vous savez, il est préférable de ne pas débattre avec les femmes. Quant à Mme Clinton, elle n'a jamais été trop subtile dans ses déclarations. Mais cela ne nous a pas empêché de la rencontrer lors de différents événements internationaux et de discuter normalement. Je pense qu'ici également, nous pourrions trouver un langage commun. Mais quand les gens dépassent certaines limites de politesse, cela montre leur faiblesse, pas leur force. Pour une femme, cependant, la faiblesse n'est pas tellement un défaut. Mais au-delà des femmes, parce qu'il faut les respecter, et je suis sûr que vous les respectez, M. Poutine, là, vous pensez qu'elle est allée loin, et il y a beaucoup de caricatures sur la plupart des dirigeants du monde, et sur vous aussi, vous n'êtes pas épargné. Votre première réaction spontanée, c'est la colère, une certaine maîtrise de vous, l'envie de punir, ou peut-être un jour de rire. On vous a jamais vu rire. Je ne voudrais pas vous priver de ce plaisir. Je pense même qu'un jour, nous pourrions avoir l'occasion de rire ensemble d'une bonne plaisanterie. Mais quand j'entends des déclarations de ce genre, qui dépassent un peu les limites, je vois que les gens n'ont simplement plus d'arguments. Et les déclarations de ce genre ne sont pas un très bon argument. En ce qui concerne la politique des États-Unis, ce n'est un secret pour personne que le pays qui mène la politique internationale la plus agressive, la plus dure, pour défendre ses intérêts tels que ses dirigeants les voient, ce sont les États-Unis, et ce depuis de nombreuses années. Nous n'avons pratiquement pas de présence militaire à l'étranger, alors que les bases de l'armée américaine sont présentes sur toute la planète. Et partout où ils sont, ils décident activement du sort des autres peuples, à des milliers de kilomètres de leurs frontières. Alors nous reprocher de ne pas respecter des règles me semble un peu étrange de la part de nos interlocuteurs américains. Mais vous avez fait des efforts en matière de budget militaire. Et est-ce qu'en ce moment, le président de la Russie, le président Poutine, prend des décisions particulières sur la sécurité et la défense? Parce que le climat est dangereux. Oui. En ce qui concerne les budgets militaires, tout le monde ne le sait pas, sauf peut-être quelques spécialistes, mais le budget militaire des États-Unis est plus élevé que les budgets de tous les autres pays du monde pris ensemble. Et qui mène une politique agressive alors ? Pour ce qui est de notre budget militaire, en termes de pourcentage du PIB, il n'augmente pratiquement pas. De quelques dixièmes de pourcent peut-être. Alors c'est vrai, nous souhaitons rééquiper notre armée et notre flotte avec des technologies de pointe, réduire la quantité et améliorer la qualité. Nous avons tout un programme de rééquipement qui ne date pas d'hier, mais qui n'a aucun lien avec les événements en Ukraine. C'est un projet à long terme que nous allons poursuivre. Monsieur le Président, le président syrien Bachar el-Assad vient de s'offrir une nouvelle réélection sans aucun suspense. Vous avez de l'influence sur lui. Pourquoi ne lui demandez-vous pas d'arrêter les atrocités que son armée commet et d'arrêter de s'acharner sur son peuple ? Savez-vous que toutes les parties du conflit commettent des atrocités et les organisations extrémistes, qui sont maintenant très nombreuses,
ne sont pas à la dernière place. Elles sont plutôt à la première sur ce point. Mais savez-vous ce qui nous inquiète le plus? Religieuses, extrémistes, islamistes, extrémistes? Oui, c'est tout à fait ça. Ce sont des organisations liées directement à Al-Qaïda. Et il y en a une multitude. Et personne n'essaie même plus de démentir cela. C'est un fait connu de tout le monde. Et ce qui nous inquiète le plus, c'est que si nous agissons avec trop d'imprudence, la Syrie peut devenir une sorte de deuxième Afghanistan. Un nid de terroristes totalement incontrôlable. D'ailleurs, c'est une menace pour les États européens également, parce que les extrémistes présents maintenant en Syrie vont se rendre un jour dans d'autres pays, y compris ceux d'Europe. Ce qu'on ne comprend pas pourquoi vous, Vladimir Poutine, qui voulez moderniser la Russie, vous continuez à soutenir, peut-être à donner des armes à quelqu'un qui massacre son peuple et qui est comme Macbeth, les mains couvertes de sang, là. Comment ça se fait? Et jusqu'à quand? Je vous donnerai une explication courte et facile à comprendre. Et je pense que la plupart des téléspectateurs français me comprendront. Ce que nous craignons, avant tout, c'est un démembrement de la Syrie, à l'image de ce qui s'est déjà passé au Soudan. Nous craignons que la situation y devienne similaire à celle que nous voyons aujourd'hui en Irak. Et nous craignons également que la Syrie devienne une sorte de nouvel Afghanistan. C'est pour cela que nous tenons à y conserver le pouvoir légitime, pour ensuite, progressivement, avec la participation du peuple syrien et de nos partenaires européens et américains, réfléchir sur la façon de réformer cette société pour la rendre plus moderne, résiliente et humaine. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut s'opposer à vous en Russie sans risque? Mais nous avons plein d'opposants, de nombreux partis d'opposition. Nous avons tout récemment simplifié la création de nouveaux partis politiques. D'ailleurs, plusieurs dizaines de partis sont apparus, qui ont participé aux élections municipales ou régionales. Il y a toujours eu, dans la période de la Russie avec les tsars ou après, l'ordre et l'autorité. Est-ce qu'à l'époque d'Internet, le pays peut s'épanouir sans avoir toutes les libertés? Non, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, nous ne limitons pas Internet. Quoi qu'on fasse, il se trouve tout de suite quelqu'un qui commence à chercher des violations de principes démocratiques, y compris en ce qui concerne Internet. Avons-nous limité Internet? Non, à mon avis. Certains de nos contradicteurs vont affirmer cela, dire qu'il existe des limitations intenables. Lesquelles? Par exemple, nous interdisons la promotion du suicide et des méthodes de suicide, de l'utilisation des stupéfiants, de la pédophilie. Voilà nos interdictions. Qu'y a-t-il d'exagéré? Et de l'homosexualité, qui est une chose très distincte de la pédophilie. La propagande en faveur de l'homosexualité a été interdite maintenant. Non, ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas de loi interdisant l'homosexualité. Nous interdisons la promotion de l'homosexualité auprès d'un public de mineurs. Ce sont des choses tout à fait distinctes. Comprenez-vous? Par exemple, certains États aux États-Unis ont des lois qui punissent pénalement les relations homosexuelles. Nous n'avons pas de peine de ce genre. Seulement quand il s'agit de propagande destinée à des mineurs. Nous avons le droit de défendre nos enfants et nous allons le faire. Monsieur le Président, je voudrais qu'on parle de liberté publique en Russie. Est-ce que d'ici la fin de votre mandat, en 2018, vous avez l'envie de fermer les camps de travail? Il y a des gens dans ce pays qui sont condamnés non seulement à une peine de prison, mais à des camps de travail, ce qui nous, en Occident, nous étonne. Les Pussy Riots, par exemple, ont été condamnés, me semble-t-il, à 2 années de camp de travail avant que vous ne les fassiez en sorte qu'elles soient libérées. Ce n'était pas une prison normale. Est-ce que vous allez fermer ces camps? Écoutez, il ne s'agit pas de camps à proprement parler. Il s'agit d'endroits où les personnes sont en effet privées de liberté, mais où elles peuvent mener une vie plus ou moins normale. Ce ne sont pas des prisons où la personne, au contraire, n'a pas la possibilité de travailler. Une prison où l'individu ne peut pas travailler est justement la pire des punitions.
Et je ne pense pas que tous les condamnés doivent être placés dans ce type d'établissement. Je pense que c'est encore pire que les établissements que vous mentionnez. Qui vous a convaincu un jour que vous aviez une mission pour la Russie? Que vous étiez destiné à vous occuper de la Russie? Et à l'incarner? Pourquoi êtes-vous persuadé que je pense avoir une mission particulière? J'ai la confiance de mes électeurs. Plus de 63% ont voté pour moi. Je pense avoir le mandat me permettant de gérer la politique intérieure et extérieure de mon pays. Et je travaillerai conformément à ce mandat. Vladimir Poutine, l'histoire ne sait pas encore ce que vont devenir ou ce qu'elle retiendra des années Poutine. Elle attend et ces années s'écrivent. Qu'est-ce que vous voulez qu'il reste? Eh bien, je voudrais être considéré comme quelqu'un qui a fait son maximum pour le bonheur et la prospérité de son pays, de sa nation. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus tous les deux. Au revoir. Et Spasiba Bolshoi, comme on dit, Jean-Pierre Elkabbach qui est devenu bilingue, qui a appris le russe. Jean-Pierre Elkabbach qui nous a rejoint dans ce studio pour débriefer maintenant cette interview. On est avec Bernard Kouchner, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Elisabeth Guigou, présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée, Thierry Mariani, député UMP, président de l'association Dialogue France-Russie. Ensemble, on va pouvoir commenter ce que l'on vient d'entendre, beaucoup de choses, notamment sur la Syrie, sur Obama, sur l'Ukraine, sur Hillary Clinton. C'était tout à fait étonnant. On en parle juste après une pause. Europe Soir, édition spéciale. Nicolas Poincaré. Édition spéciale jusqu'à 21h sur Europe 1, sur ces 25 minutes d'entretien de Vladimir Poutine. Entretien sans filtre du président russe avec deux journalistes français. C'est un document assez étonnant qu'on va entendre. Jean-Pierre Elkabbach est avec nous, Bernard Kouchner, Elisabeth Guigou et Thierry Mariani. Un mot d'abord, tous les trois, je ne sais pas qui veut commencer. Elisabeth Guigou, sur le fond, qu'est-ce que vous retenez de toutes les informations qu'on vient d'entendre? On a parlé de l'Ukraine, on a parlé de la Syrie, on a parlé de la France, on a parlé de beaucoup de choses. J'ai vu un Vladimir Poutine qui a essayé de se montrer sous son meilleur jour. Ça fait des semaines qu'il souffle le chaud et le froid, d'ailleurs plus le froid que le chaud. Mais ça s'était un peu réchauffé ces derniers jours. Et là, très franchement, il a tâché d'être aussi avenant que possible, en rappelant évidemment pourquoi il était là, l'action de la Russie au moment contre le nazisme et le fascisme. Là, c'est aussi un clin d'œil sur l'Ukraine, on y reviendra. En disant qu'il n'y avait pas de volonté expansionniste de la part de la Russie, que la Russie voulait la concorde. Et puis, assez vite, évidemment, quand on a abordé, quand Jean-Pierre Elkabbach lui a posé des questions sur les sujets qui fâchent, là, on a vu le durcissement. Et on l'a vu, alors d'abord, on a vu quand même ses propos incroyables sur les femmes. C'est vraiment absolument inouï. Mais donc là, il y a cette première sortie de route, on va dire. Et puis, ensuite, alors sur l'Ukraine, bon, bah, c'est ce qu'il a toujours dit, c'est-à-dire qu'il refuse, bien sûr, et c'est un coup d'État qui a eu lieu. Il n'y a pas d'armes russes en Ukraine, il n'y a pas non plus de soldats russes. Voilà. On va revenir sur ça. On fait un premier tour de table sur les choses importantes que vous avez retenues. Et sur la Syrie, bien sûr, on va y revenir aussi. Les 150 000 morts, non, tout ça, c'est pas son problème. Bernard Kouchner. Il a très bien menti, il ment très bien. Il s'adapte aux situations. Comme ceux qui voulaient, je parle de l'Ukraine, parce que sinon je partage l'avis d'Elisabeth, il a été avenant, à l'aise, détendu. Sur l'Ukraine, nous avons appris que les gens qui l'aidaient, ils ne les aidaient pas, que les pro-russes n'existaient pas, c'était des gens ukrainiens qui voulaient qu'on leur parle et que ce coup d'État à Kiev leur déplaisait. Au fond, et j'ai toujours pensé qu'il n'irait pas plus loin d'ailleurs, il voulait prendre la Crimée. On n'a pas dit le mot Crimée dans toute cette affaire, n'est-ce pas? On a posé la question. Oui, on a posé la question. Il est possible que le montage n'ait pas gardé, mais il disait que la Crimée, on l'a pas annexée, elle est à nous. Oui. Elle est à la Russie historiquement, etc. Avec tout le rappel historique, etc. Mais je peux vous dire moi un mot? Oui, je peux vous dire. Juste, je finis ma phrase. Il voulait la Crimée. Il l'a obtenue, et vous le confirmez, Jean-Pierre Elkabbach. Bon. Le reste était amusement de la galerie, malheureusement très coûteux. Mais les morts ne l'intéressent pas beaucoup, ni en Syrie, ni d'ailleurs en Ukraine. Donc il a réussi
cet exploit de prendre la Crimée que Khrouchtchev avait donné, qui appartenait à l'Union soviétique avant, etc., etc. Et puis sur le reste, son explication sur la Syrie est quand même assez scandaleuse. C'est quand même impossible au moment où Bachar a fait cette comédie électorale et au moment où on apprend que le chlore est déversé en masse sur les populations civiles, qu'ils n'en disent pas un petit mot. Donc il ment très bien, il s'adapte, il a menti sur l'Ukraine, maintenant il propose finalement de parler avec M. Poroshenko, et c'est mieux, bien sûr. Le nouveau président russe, Jean-Pierre Elkabbach, lui dit quand même que Bachar el-Assad a du sang sur les mains. Donc la question est posée. Thierry Mariani, une première impression avant de rentrer dans le débat sur l'Ukraine. Je crois qu'on a vu un chef d'État, d'abord, calme, serein, sûr de ses convictions, qui sent que derrière lui, il a une nation qui lui fait confiance, que ça déplaise ou non à certains d'entre nous dans cette salle, une nation qui lui fait confiance, un chef d'État qui a une ligne politique, qui dit très clairement et qui ose le dire qu'il fait la guerre au terrorisme. Et que cette guerre au terrorisme, il l'a conduit aussi d'abord dans son propre pays. Il ne faut pas oublier que la Russie est le pays d'Europe qui a eu le plus de victimes par le terrorisme ces 10 dernières années. Deuxièmement, qu'il a conduit à une ligne politique qu'il conduit à l'extérieur par son attitude en Syrie. Et puis un chef d'État aussi qui veut rétablir sa vérité, qui, je pense, on est aussi dans une guerre de l'information. À un moment, il a très bien dit, certains affirment qu'il a des troupes russes en Ukraine, mais pour le moment, il n'y a pas le moindre début de preuve. Et j'ai presque envie de dire que, d'ailleurs, ça m'a touché qu'il ait fait ce rappel. J'ai vu quelqu'un qui avait presque une attitude gaullienne. Mais vous le croyez quand il dit qu'il n'y a pas un seul Russe en Ukraine? Non, mais je ne crois pas, il le dit. Mais pourquoi je ne le croirais pas? Attendez. Non, mais pas vous, monsieur. Non, mais attendez. Poutine. Écoutez, la dernière fois que j'ai cru les Américains en me disant, quand ils disaient qu'il y avait des armes de destruction massive. C'est le même argument employé par Poutine. Oui, mais excusez-moi, jusqu'à présent, c'est les Américains qui ont menti. Il n'y a aucune preuve que les Russes soient présents jusqu'à présent en Ukraine. Il y a un point sur lequel Vladimir Poutine a raison. C'est quand il dit vous avez laissé, vous les Européens, vous avez laissé dire que l'Ukraine avait vocation à entrer dans l'OTAN. Et là, on a fait une erreur majeure. Absolument. Au sommet de Bucarest, en avril 2008, mon cher Bernard, on a laissé écrire, nous, la France, que l'Ukraine avait vocation. On se rapprochait, qu'on faisait des manœuvres ensemble, si je dis nous, la France, c'est parce qu'on aurait dû s'opposer à ça. Et lui dit que c'est insupportable pour nous de penser que l'Ukraine puisse être dans l'OTAN. C'était une provocation. Alors maintenant, évidemment, il en fait un prétexte. Ça n'excuse en rien. Thierry Mariani, ce que Poutine fait maintenant, les soutiens qu'il apporte à Bachar el-Assad en Syrie, et ce qu'il fait pour continuer à déstabiliser l'Ukraine, même s'il ne l'envahira pas, parce qu'il n'a pas les... d'autres causes, mais Thierry Mariani a raison de dire qu'il a le peuple russe derrière lui, ça c'est vrai. C'est pas une raison. Non, mais c'est pas une raison, mais je pense que nous aurions intérêt d'abord à reconnaître que des erreurs ont été commises dans le passé pour établir les bases d'un futur dialogue que, j'espère, on va peut-être commencer à construire. Mais il faut d'abord qu'il y ait un dialogue direct entre M. Poutine et M. Poroshenko. Si ça peut se faire dans les 2 jours qui viennent, ça, ce serait formidable. Moi, je me souviens de ce que disait le général de Gaulle et ce que disait ensuite François Mitterrand. Il ne faut pas humilier le peuple russe. Et on l'a beaucoup humilié. Bien sûr. Je vais essayer de poser les questions à l'envers, parce que moi, j'ai aucun choix idéologique, j'ai aucune préférence, ni M. Poutine, ni M. Obama. Je veux simplement poser à Elisabeth Guigou et à Bernard Kouchner la question suivante. Il a dit... Il reconnaît le vote du peuple des Ukrainiens le 25 mai. Mais il le dit. Oui, il le dit. Il a dit jusqu'à présent, il ne voulait pas de cette élection. Non, il voulait cette élection. C'est Kiev qui ne voulait pas de cette élection parce qu'elle pouvait être minoritaire et perdre le pouvoir illégitime qu'elle a. Jean-Pierre Elkabbach, je suis désolé. Poutine disait qu'il ne voulait pas de cette élection, que c'était une fausse élection, après un coup d'État illégitime, bien entendu. Et finalement, il a dit qu'il reconnaîtrait le résultat. Et à l'arrivée, vous avez une mémoire sélective, monsieur. Non. Ce 25 mai, il reconnaît le vote des Ukrainiens. Il reconnaît M. Poroshenko, qui était depuis longtemps, parce que ça fait des semaines que nous allons à la fois à Kiev avec Fabienne Amias et Thomas Soto et l'équipe d'Europe 1 qui sont allés voir. Et c'était le Poroshenko qui était le favori, pas la blonde Timoshenko, ni le boxeur qu'on a amené à Paris. Non, donc il reconnaît Poroshenko. Il accepte la proposition de François Hollande de le recevoir à Paris et de parler avec lui. Ce qu'il a refusé, et que je sais de première source, il a refusé la proposition faite hier par John Kerry de la part d'Obama, que les Américains et les Russes reçoivent Poroshenko ensemble à Paris, mais que les Européens n'y participent pas. Et
ce que dit Poutine, il faut que ce soit François Hollande et Madame Merkel, européens, refusent cette sorte de partage par les Américains et les Russes de l'Ukraine. C'est très bien que Poutine défende l'Europe, je suis ravi. Non, mais qu'il refuse le partage, la partition par les deux grandes puissances. Parce qu'on est, ce que vous dites, probablement pas. Il fait tout pour redevenir la deuxième grande puissance. Voyons, Jean-Pierre Elkabbach. Oui, bien sûr. Alors, c'est contradictoire. Mais non, mais bien sûr, avec le soutien de son peuple. Il y a l'humiliation pendant des années. Mais quelle humiliation? Ils étaient communistes, c'est quand même pas de notre faute, non? Non, bien sûr, mais ils ont connu. Bon. Ils ont connu des difficultés, des épreuves, etc. Oh oui, des épreuves et des difficultés, surtout Staline, non? Et les 50 millions de morts. Mais enfin, c'est quand même pas nous, tout ça, monsieur. Non, mais je ne vais pas les oublier, moi, les 50 millions de morts. Les oublions vous voulez que je vous dise que l'Ukraine a été une terre de sang, comme le dit très bien l'Américain Timothy Snyder? Il le dit. Il y a 3 300 000 Ukrainiens qui sont morts de faim par Hitler. Par Staline. Et 3 300 000 par Staline. Laissez-moi finir mes phrases. Bah oui, mais fait tellement que on essaie de se glisser. 3 300 000 par Staline entre 33 et 37. Et 3 300 000 de soldats après. Tout ça ne justifie pas qu'il mente en permanence, car je prétends, monsieur. Et pourquoi il ment, Thierry? Je veux dire, pourquoi systématiquement quand il parle Ah bah oui, j'en connais. Ah oui. Moi aussi. Non, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi. Ce que vous venez de nous dire, Jean-Pierre Elkabbach, qui vous a dit sur ses bonnes volontés, etc., pourquoi il vous l'a pas dit dans l'interview? Et il l'a dit dans l'interview. Peut-être vous l'avez pas entendu. Il a dit. Il reconnaît Poroshenko. Il veut voir Poroshenko. Il veut reconnaître la souveraineté à condition, et là on vous rejoint, l'indépendance de l'Ukraine et sa neutralité entre l'Est et l'Ouest comme un pont entre le continent sur le continent européen. Vous interprétez. On va voir. Vous lui prêtez de très bonnes intentions. Je crois qu'il en avait quand même quelques sournoises. Non, mais on va voir. S'il fait ce que vous dites, mais alors, est-ce que je peux vous demander, François Hollande a tort de le recevoir? Mais pas du tout, pourquoi? Il a tort de lui donner sa place. On reçoit le président russe parce que nous célébrons avec les alliés qui ont vaincu les nazis, et là il a raison. Il ne faudrait pas qu'il reste toujours dans l'idée et dans l'atmosphère de la Deuxième Guerre mondiale, ça, on n'est pas. Il avait aussi vu des nazis, n'est-ce pas? D'abord, il y avait des nazis. Non, il y a des nazis. Des nazis qui sont présentés par la fondation. Alors nous, avec 25%, c'est tout. Mais vous savez, 1,5. Ce que nous recherchons, nous, c'est au-delà des idéologies, des éléments de vérité. Il y a des évolutions de la Russie. Eh bien, il n'y avait pas de nazis place Maïdan. C'est un élément de vérité. Il n'y avait pas de nazis place Maïdan. Il y avait des gens d'extrême droite. Je ne partage pas leurs opinions. D'ailleurs, je ne suis pas ukrainien. Est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce qu'il n'y a pas d'éléments de la CIA en ce moment à Kiev? C'est des nazis, ça? Non, mais je parle d'autre chose. On va avancer. Est-ce qu'il n'y a pas d'éléments de la Russie dans l'Ukraine? Non, mais franchement. Eh bien, donnez les preuves. Ah ben, donnez les preuves pour la CIA, mais enfin, c'est ridicule. Donnez les preuves, mais je ne sais pas. Enfin, voilà je ces suis gens contre habillés... les accusations en l'air et gratuites. Eh bien, l'accusation en l'air a été la même au début lorsqu'il y avait des gens en uniforme qui ressemblaient à l'uniforme russe, mais qui n'avaient pas d'insigne et qui n'avaient pas de label et qui étaient en Crimée. On se dit, il va pas quand même faire ça. Eh ben, il l'a fait et il a la Crimée, il la voulait, il l'a eu. C'est un succès pour Poutine. Ça chauffe entre Jean-Pierre Elkabbach et Bernard Kouchner. Notamment, on est aussi avec Elisabeth Guigou et Thierry Mariani. On marque une pause. Et on reprend ce débat qui fait suite à la diffusion de l'interview de Vladimir Poutine sur Europe 1 ce soir. Europe Soir, édition spéciale Vladimir Poutine. Nicolas Poincaré. Vladimir Poutine qui s'est donc exprimé ce soir longuement sur TF1 et Europe 1, interview de Jean-Pierre Elkabbach et Gilles Boulon. On l'a entendu tout à l'heure en intégralité. On continue à en parler avec Bernard Kouchner, Elisabeth Guigou et Thierry Mariani. Et vous, Jean-Pierre Elkabbach, qui apparaissait presque comme un pro-russe. Non, pas du tout. Peut-être pro-russe, mais pas pro-Poutine, parce que pendant l'interview, vous l'avez remarqué, nous avons critiqué les retards, les fautes en matière de liberté publique, de droit à une vraie opposition, et nous avons évoqué, par exemple, la comparaison avec Hitler d'Hillary Clinton, même si elle était maladroite de le faire ou excessive, mais à l'époque, elle pensait aux Sudètes quand il a récupéré ou piqué la Crimée. Et d'ailleurs, vous avez remarqué aussi que dans l'interview, j'ai dit il ne faut pas parler des femmes comme ça, etc. Et puis d'autre part, je veux dire que même s'il peut se dérider ou être gentil, comme disait Elisabeth Guigou, il vaut mieux rester sur ses gardes, ça c'est sûr. Mais moi je voudrais citer une phrase de Jaurès que j'ai piquée à Jean-Pierre Chevènement qui la cite dans Marianne. Et elle convient tout à fait. Ben oui, je peux l'avoir aussi. Jaurès disait « Le courage n'est pas de laisser à la force la solution des conflits que la raison peut résoudre. Le courage est de ne pas subir la loi du mensonge et de ne pas faire écho aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. »
Je trouve que c'est très bien. Je ne sais pas qui vous visez, monsieur. Non, mais ça quand même, parce que non, il y a quand même quelque chose que moi j'ai regretté de ne pas avoir entendu dans votre interview, parce qu'il ne faut pas être dupe des bonnes paroles de monsieur Poutine. Et pas. Moi, j'ai un grand amour du peuple russe, de sa civilisation, on est très proches, etc. Donc on ne confond pas. Mais quand on a entendu la propagande pendant toutes ces semaines qui ont précédé l'élection du 25 mai en Ukraine, la propagande russe qui disait encore le soir de l'élection que Pravi Sector avait fait 37%, alors qu'ils se sont trouvés à moins de 2%. Alors, et c'est vrai en même temps qu'il y avait des groupuscules armés qu'on n'avait pas envie de voir sur le Maïdan. Moi, j'y suis allée 2 fois aussi depuis un mois. Ça vous fait mal au cœur de voir ça. Ces gens-là ont essayé, ils ont certainement combattu aussi, mais enfin, il y a une propagande terrible. Et la télévision russe, elle était évidemment diffusée en Ukraine. Et malgré ça, la population de l'Est de l'Ukraine n'a pas soutenu les séparatistes. Ils ont empêché de voter, Elisabeth, mais ils n'ont pas soutenu les séparatistes. Bien sûr. Je pense que maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de repartir sur des bases très claires en disant, Monsieur Poutine, ce que vous avez fait, d'abord, nous ne pouvons pas l'accepter tant que vous n'aurez pas un accord avec l'Ukraine sur le devenir de la Crimée et la garantie des frontières. Sur le gaz, il n'y a aucune raison que les Russes demandent que l'Ukraine, maintenant, parce qu'ils n'ont plus un pouvoir à leur botte à Kiev, paye 4 fois le prix du gaz qu'ils payaient auparavant. Donc il y a des discussions. Tout va peut-être changer ici avec la discussion Hollande, Poroshenko. Et peut-être les Américains, etc. Si M. Poutine accepte le progrès peut se faire à Paris. S'il accepte de voir M. Poroshenko directement, d'ailleurs, qu'ils aient un dialogue entre eux. Que la France joue un rôle de médiation, Bernard. À ce moment-là, ce serait formidable. Et ce sera une grande victoire de la diplomatie française et du président Hollande. Vous ne voyez pas. Thierry Mariani. Non, vous riez tous. Merci. Il n'y a que les socialistes qui croient pas aux socialistes. C'est terrible. Merci. Tu as remarqué, oui. Je pense avant tout que ce n'est pas la Russie qui a pris la Crimée, mais tout simplement l'Ukraine qui a perdu la Crimée. Ce qui s'est passé, il l'a très bien rappelé, quand on fait une révolution, parce que le nouveau gouvernement est installé après une révolution, c'est un coup d'État, que ça plaise ou non, on est sorti des limites. Quand on prend comme première mesure, une mesure qui consiste à dire à toute une partie de la population... Merci. À dire à toute une partie de la population, les langues minoritaires désormais n'auront plus lieu. C'est une grosse bêtise. Voilà, oui. Mais deuxième erreur, quand on commence à interdire. Il n'a pas dit les langues minoritaires seront interdites. Il a remis en cause le statut des langues régionales. Absolument. Mais en clair, c'était remettre en cause le statut du russe dans toute une partie. Deuxièmement, quand il a interdit une partie des chaînes en langue étrangère, en l'occurrence russe, il est évident que pour une partie de la population, c'était une agression dans leur identité. Bien sûr. Voilà. Et ensuite, il y a un référendum qui a eu lieu, quel que soit le pourcentage, la population en Crimée, on le sait très bien, était majoritairement pour un rattachement à la Russie. Ensuite, quand on regarde l'histoire, la Crimée était russe depuis 1774 sous Catherine II jusqu'à 1954, et encore 54, c'était un changement de région. On voit ce qui se... Voilà, donc en réalité, je crois que la Crimée, le peuple de Crimée a tranché, et aujourd'hui, cela ne peut pas être remis en cause. Deuxièmement, je crois aussi que, oui, on peut en parler, mais je crois aussi qu'à un moment, il y a eu un référendum. Vous faisiez référence tout à l'heure au Kosovo. À un moment, le peuple du Kosovo s'est exprimé. Il y a un moment aussi où le peuple de Crimée s'est exprimé. Bernard Kouchner, qu'est-ce qu'on va faire, la guerre pour récupérer la Crimée? Mais je dis le contraire, mais vous n'écoutez pas, monsieur El-Kabash. C'est dommage, vous avez un casque, peut-être. Non, je dis le contraire. Je dis Poutine a gagné. Et je pense presque avec les mêmes arguments que sur la Crimée, franchement, c'était évident qu'il n'allait pas perdre le port de Sébastopol. La Crimée, certes, mais le port de Sébastopol. Je ne vais pas rappeler l'expulsion des Tatars, tous les crimes qui ont été commis, etc. Mais bon, maintenant que M. Poroshenko est élu, il faut qu'avec M. Poutine, et d'ailleurs c'est leur commun objectif, je crois, ils vont parler aussi de la Crimée. Mais je crois... vraiment que ça, c'est profits et pertes de l'histoire. Moi, je suis d'accord. S'il y a un accord entre M. Poroshenko et M. Poutine sur la Crimée, à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Le principal problème de cette annexion, et c'est pas du tout ce qui s'est passé au Kosovo, c'est que c'est la première fois... Non, pas du tout. C'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'un État annexe une partie d'un autre État. Oui. Voilà. Et par conséquent, après un référendum, et on a piétiné un des principes fondamentaux de après la Deuxième Guerre mondiale, qui était l'intangibilité des frontières. Donc on ne peut pas, nous, accepter. Alors, en revanche,
si il y a un accord entre M. Porochenko, qui est maintenant le pouvoir légitime en Ukraine après des élections qui sont bien passées et que M. Poutine ne conteste plus, et M. Poutine sur la Crimée, ben là, à ce moment-là... Il y avait un accord déjà. L'Ukraine reconnaissait l'utilisation du port de Sébastopol. On peut vous poser une question. Est-ce que les uns les autres, vous pensez qu'on est entré dans une nouvelle phase de la guerre froide Est-Ouest en ce moment? On a toujours des références qui ne collent pas avec la réalité. Je pense que la politique de force, la politique volontariste, la politique de puissance, n'oublions pas, on n'a pas dit le mot Tchétchénie. On n'a pas dit tout ce qui s'est passé depuis que M. Poutine a repris le pouvoir. Quand même, replaçons un peu les choses dans notre histoire à nous. Bon, mais non. Il y avait eu une indépendance de tous les pays du Caucase, et puis il n'a pas voulu celle de la Tchétchénie. Et il y a eu des massacres effroyables. Rappelons-le quand même. Bon. Ici, on l'a suffisamment dénoncé dans tous les interviews de l'Europe 1. Pour le redire ce jour-là. Mais est-ce que vous dites, on arrive presque au bout. Vous me dites, et la politique de Barack Obama, par exemple, est-ce que je peux vous dire que là, il a fait pression, le président américain, pour que François Hollande... Le président américain? Je vois le mot méchant. Non, je demande. Ou le méchant Poutine, etc. Voyons les rapports de force et la réelle politique. Que le président Obama a fait pression pour François Hollande pour qu'il ne reçoive pas à dîner demain soir à l'Élysée M. Poutine. Et on a abouti à la résistance de Hollande. Il le fait, mais il fait deux dîners avec l'un et l'autre, etc. Il y a du courage. J'ai vu aussi, excusez-moi, dans cette interview, quelqu'un qui était aussi profondément européen. Je veux dire, je pense que c'est pas innocent qu'il ait donné cette interview, qui est la première à un média français. Quelqu'un qui a une conception aussi d'intérêt commun que nous avons entre une grande partie de l'Europe et la Russie. Et je pense que, bien sûr qu'il faut être attentif. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si on est dans une guerre froide, mais ce que je sais, c'est qu'on est dans une véritable guerre économique. J'entends par exemple sur le gaz, ou aussi, rappelez-moi, ou au niveau américain, quand on veut imposer 10 milliards d'amendes aux banques françaises, est-ce que c'est profondément innocent? On arrive au bout, je voudrais juste qu'on dise un mot, tout de même, Elisabeth Guigou, sur cette phrase qui va rester sur Hillary Clinton. Donc Vladimir Poutine qui dit il est préférable de ne pas débattre avec les femmes. Je vous ai vu sursauter tout à l'heure en l'entendant. Mais nous aussi, il n'y a pas que les femmes. C'est vraiment un machiste de première. Mais je veux dire que maintenant, au point où nous en sommes, ce qu'il faut, c'est rétablir le dialogue. Et peut-être que M. Poutine acceptera de discuter avec des femmes. Et que non, on a tous intérêt. Avec des femmes commissaires européens, par exemple. Par exemple, on a tous intérêt à ce que l'Ukraine ne soit pas un espace, un territoire de confrontation durable entre la Russie et l'Union européenne. Et je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à rétablir ce dialogue, mais sur des bases très fermes pour nous, c'est-à-dire le respect maintenant de la légitimité du pouvoir ukrainien. Moi, je peux me permettre de vous remercier de débattre d'une interview qui a été accordée à Europe 1 d'abord et à TF1. Et à TF1. Je peux pas le féliciter. Attendez, c'est un travail collectif qui a commencé avec mon ami Ramzi Kéroun, avec qui on a élargi après Arnaud Lagardère qui nous a soutenus, et puis à Denis Oliven et Fabien Amias. On a travaillé en secret, et notre patience, on a travaillé pendant 8 mois pour avoir cette interview qui peut être accordée comme ça à aucune télé, alors que tout était cherché, et que notre persévérance et notre patience ont été récompensés. Ça s'appelle un scoop. Jean-Pierre Elkabbach. Merci beaucoup Elisabeth Guigou, Thierry Mariani et Bernard Kouchner d'être venus commenter ce scoop signé Europe 1, TF1 et Jean-Pierre Elkabbach.